La guerre des sexes donc, et hier nous avons évoqué la question du drame de l'amour, la différence sexuelle et la manière dont cette rencontre se cristallise dans le sentiment amoureux, dans la sexualité. Et deuxième temps ce soir, la question du lien entre identité sexuelle et destin social. Et pour ce faire, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Geneviève Fraisse, qui est en fait chez elle, puisqu'elle est au conseil d'administration du Théâtre National de la Colline. Il ne faut pas le dire. Et philosophe, naturellement, dont les travaux sont bien connus, et qui a réfléchi sur la question du genre en général et de Strindberg en particulier, voilà. Et donc on peut citer comme dernier ouvrage à côté du genre, enfin qui est plutôt une reprise de plusieurs textes et avec des ajouts récents, et évidemment parmi ces nombreux ouvrages, Les femmes et leur histoire, Muse de la raison, donc toute cette réflexion sur la philosophie de l'égalité et la question de l'identité et de la différence sexuelle. Martine Redd, professeure à l'université de Lille en littérature française, spécialiste éminente de George Sand, qui prépare d'ailleurs, je peux l'avouer, une biographie de George Sand en ce moment même, après avoir fait le Quarto, et qui vient d'être présidente de l'association consacrée à l'étude des femmes à l'époque d'Ancien Régime, l'époque moderne absolument, et qui également présente des travaux naviguant entre la littérature, l'histoire, et qui, je pense, pourra apporter sur cette question un regard littéraire particulièrement aigu et stimulant. Donc, de même qu'hier nous avions une philosophe et un écrivain, aujourd'hui c'est cette confrontation entre des regards philosophiques et littéraires, même si les travaux sont à la croisée des disciplines, qui va nous permettre d'aborder la question de l'identité sexuelle en lien avec le destin social. Alors la première question qu'on pourrait se poser, Geneviève Fraisse, c'est quelle est la part de fatalité, la part du déterminisme en lien avec l'identité sexuelle. Et on peut peut-être partir de ce moment historique qui est le moment de Strindberg, dont la manière dont il présente la femme à la fin du XIXe siècle dans ce contexte particulier qui est la Scandinavie piétiste, c'est évoqué dans les deux pièces, donc c'est un monde particulier en termes idéologiques et historiques. On peut peut-être partir de ce moment-là pour, si vous voulez bien, irradier et se demander voilà, une histoire du destin sexuel, si ça vous paraît pertinent, bien sûr. Alors, des tonnes mais même de questions. Ce qui me paraît sûr, mais ça va être vrai, disons, de beaucoup d'écrivains philosophes et littéraires, on va dire ça comme ça, du XIXe siècle, c'est qu'ils sont totalement lucides sur ce qui est en train d'arriver. Totalement lucides sur le fait que quelque chose des rapports entre les sexes est en train de se modifier. Donc ça c'est la première chose. Ce qui permet peut-être de revenir un instant. Donc ça j'y tiens. Je pense que Strindberg est un lecteur particulièrement attentif et particulièrement fin de l'impossible égalité des sexes. Et cette impossible égalité des sexes, elle se construit à l'intérieur de l'histoire, évidemment, de la relation entre les sexes, donc de la question non seulement de la sexualité et de l'amour, comme vous l'avez sans doute évoqué hier, mais aussi de la représentation de la différence ou non, c'est-à-dire de la représentation de la similitude ou non. Donc ça, je pense que c'est une dimension sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est-à-dire qu'il joue le jeu des inversions entre les sexes, comme il va jouer le jeu des inversions des classes sociales d'ailleurs dans Mademoiselle Julie, mais c'est aussi le fait que ça soit une femme entre deux hommes et non pas un homme, et non pas un homme entre deux femmes par exemple, enfin des choses comme ça. Il y a le travail de l'inversion comme support d'une réflexion sur le rapport entre les sexes. D'où la question aussi de la confusion dans le semblable, d'où la question de la conscience de l'esclavage ou pas des femmes, et ça me fait quand même là l'envie de vous poser une question. Parce qu'il dit bien lutte des sexes, il dit haine mortelle entre les sexes. Parce que la question de la guerre des sexes, moi j'ai jamais trouvé l'origine de l'expression guerre des sexes. Sade.
Non. L'amour est une guerre à mort entre les sexes. Ah non, mais la guerre à mort, c'est déjà pas la guerre des sexes, c'est autre chose. Non, l'expression elle-même, guerre des sexes, dans son généalogie, qui serait bien antérieure. Peut-être que Martine pourra en donner. Je n'ai pas, quand j'ai cherché, c'est-à-dire il y a quelques années, je n'ai pas trouvé l'émergence de l'expression. Et si on prend par exemple Nietzsche, il va parler de la loi des sexes, il dira d'ailleurs du dur loi pour la face, donc des savoirs. Donc la haine mortelle entre les sexes, d'accord, la lutte des sexes, d'accord, mais la généalogie finalement de cette expression que vous reprenez pour intituler l'ensemble du débat, qui me paraît, moi, qui est quelque chose sur lequel j'achoppe réellement. C'est-à-dire, j'en cherche la consistance, qu'on l'emploie couramment et facilement aujourd'hui. J'en cherche la consistance. Donc, voilà, peut-être... Quelle différence faites-vous entre lutte des sexes et guerre des sexes? Ah ben c'est clair, parce que dans lutte, on peut avoir duel, on peut avoir la question là, et la question d'une... Dans la guerre des sexes, c'est comme si on savait, plutôt comme haine mortelle entre les sexes, que quelque chose du rapport à la mort, donc de l'impossible, est joué. Si vous avez duel, si vous avez querelle, qui est la grande formule de l'époque moderne, et non plus du tout du 19e siècle, mais de l'époque moderne, même si on y a des traces du 19e et même jusqu'à aujourd'hui de cette figure de la querelle, vous avez là la question du rapport qui est posée. La guerre est une forme de rapport. Mais haine mortelle, c'est-à-dire avec l'enjeu de la mort. C'est là juste la différence. Alors dans le duel, vous allez me dire aussi. Mais quand même, ce qu'on voit dans ce dossier, c'est quelque chose de l'ordre d'une mise à plat. C'est une mise à plat. Et alors, je voudrais quand même, puisque vous citez Sade, alors vous aurez une petite phrase de Sade, parce qu'elle me paraît, mais alors, pour lire les créanciers, formidable. Nous rétablirons la balance. Je cite dans un des textes de Famille de l'Histoire, nous rétablirons la balance, c'est en français encore un effort. Les femmes que nous venons d'asservir cruellement, nous devons incontestablement les dédommager. Donc la question de la créance, la question du dommage et de la créance, c'est pas seulement celle de croire que ça concerne qu'une relation entre deux personnes, voire trois, d'une histoire d'amour, c'est aussi sur l'histoire de l'esclavage, qui est un terme employé par Strindberg de façon importante, le mot esclave. Soit c'est l'homme qui est l'esclave de la femme, mais en fait parce que la femme a été l'esclave de l'homme, et comment on se débrouille avec cette histoire de la domination, ça se passe très mal. Mais en même temps, la question du dédommagement, c'est-à-dire de savoir comment, non seulement on peut penser cette identité, cette similitude, voire cette égalité, mais aussi il faut faire avec ce passé. Et on l'a dans les créanciers. Donc bon, voilà, il faut m'arrêter parce que sinon je... Je ne vous arrête surtout pas, je vous en prie. Non, mais, non, mais je tiendrai la balance égale et je dédommagerai l'autre partie comme il se doit, rassurez-vous. Je suis juste. Non, je vous en prie. Donc, non, mais je trouvais... Ce que j'entends par là, c'est que je suis il y a très longtemps, c'est en 2090, j'avais été sollicitée par un metteur en scène de théâtre et son personne gravitant autour, c'était Alain Milianti qui montait le Pélican. Et en fait, c'était parce que, comme il y a une série de femmes dans le Pélican, qui est une pièce de la fin de la vie de Strindberg, on avait envie d'entendre quelque chose concernant la misogynie de Strindberg ou l'antiféminisme de Strindberg, je savais bien sûr que c'est pas la même chose. Parce que la misogynie, des explications qui permettraient aux actrices d'être moins en colère, je ne sais. Enfin, c'est assez d'anecdotes, mais du coup, j'ai fait un texte qui s'appelait « Lire la misogynie de Strindberg », c'est-à-dire comment on lit cette histoire de... Est-ce qu'il faut s'en tenir au degré de la misogynie ou est-ce qu'il faut voir d'où elle vient? Alors, sur les créanciers, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'histoire des dédommagements et des créances qui sont dans cette histoire à trois renvoie à une interprétation, une lecture absolument profonde qu'a Strindberg d'une histoire ancienne. Et du coup, cette histoire ancienne, elle est que fait-on de la représentation de l'esclave, c'est-à-dire au fond de l'inégalité profonde et de la domination, c'est-à-dire pas seulement on n'est pas tout à fait au même niveau, un peu de droit, un peu de réforme et tout ça va s'arranger, c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est, si je prends à bras le corps une histoire ancienne, que se passera-t-il? Et peut-être que finalement, Strindberg, lui, va expliquer, de son point de vue d'homme, d'ailleurs, que
l'émancipation des femmes réduit l'homme à un esclavage. C'est un thème qui est récurrent. Alors j'ai repris Camarade, enfin les 4 textes, les textes précédents de Père, mais aussi Camarade, qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment sur la représentation mais d'ailleurs on a ça dans Créancier, moi je ne l'ai pas vu ce soir, mais il y a du frère et de la sœur. Et donc, comme Martine a réédité la correspondance de Georges Sand avec son amant, ils sont entre frères et sœurs. Hein. Et donc, la frère et sœur, c'est la représentation de l'égalité. Et voilà, donc c'est extrêmement important comme image. Et juste, je termine là-dessus, sur l'idée que derrière la misogynie, ou avec la misogynie, comment on peut l'entendre? Et si on lit les 3000 pages d'autobiographie de Strindberg, ce qu'à l'époque j'avais eu la chance de faire, ou le plaisir de faire, on s'aperçoit d'une chose extrêmement importante, c'est que dans ce tournant philosophique du XIXe siècle, Strindberg comprend que la mort de Dieu, qui se profile, que lui voit clairement, c'est l'endroit où il va falloir remplacer ce grand autre. Et par qui on le remplace? Par la femme. La femme, c'est l'altérité radicale. Donc, on est parti de l'histoire de savoir s'il y avait similitude, et finalement, on comprend que cet autre, dont il ne sait pas quoi faire, et il le dit, hein, il le dit clairement. Est-ce que je peux vous retrouver une citation que j'aurais reprise, mais à la place de Dieu, hein, on va mettre Dieu est relégué, la femme fait son apparition. Voilà, c'est une citation de l'autobiographie. Donc, on est vraiment dans cette... Donc après, je pense que ça permet de comprendre qu'il est le témoin d'une charnière philosophique fondamentale. Donc tout ça, c'est que des pistes que moi je trouve très intéressantes, mais qui sont toutes liées à la représentation d'une possible similitude qui permettrait une possible égalité entre les sexes, et ça, c'est vraiment très dur à affronter. Et pourtant, c'est la question essentielle, et qu'il prend, je crois, avec malgré l'apparence, une extrême rigueur, j'allais dire honnêteté, mais il ne faut peut-être pas que j'exagère, mais en tout cas avec une très très grande rigueur, quoi. Et c'est pour ça que ça me passionne de le lire. Vous pointez ici une double question qui est celle de la similitude, de la différence donc, et de l'égalité et de l'inégalité. Donc, dans quelle mesure peut-on penser la différence sans l'inégalité, en l'occurrence la différence sexuelle, sans penser un rapport de domination? Et est-ce que penser le rapport sexuel, ou disons la question sexuelle sur le mode de l'égalité est une condition pour, sur le mode de la similitude, est une condition pour penser l'égalité? Alors, sauf que moi, je ne vais pas utiliser le terme différence, je vais utiliser le terme altérité. Ce qui ouvre quand même plus de perspectives. Parce que au lieu d'être dans la contrainte de ce qui serait de la différence, de la binarité sexuelle, encore que, bien sûr, la sexuation du monde soit l'enjeu, c'est la question de l'altérité. C'est-à-dire qu'il ne me ressemble pas. C'est pas qu'il est différent, c'est qu'il doit être à la fois semblable et différent. Ce que j'appelle pour ma part une aporie avec laquelle on peut très bien vivre. Mais non, mais je dis ça parce que les disputes permanentes pour savoir s'il faut privilégier la similitude qui s'appellerait universelle ou privilégier la différence est pour moi le lieu même de l'ennui et de l'impossibilité d'avancer dans la réflexion. En revanche, si on sait disons ce qui est magnifique, et je crois que c'est pour ça qu'il parle tellement du couple, c'est parce que on sait qu'il aimait les femmes intellectuelles, Strindberg. On sait qu'il aimait les femmes émancipées, on sait qu'il aimait les femmes qui avaient montré une certaine indépendance. Sauf que il joue le jeu à fond. Et il voit que c'est extrêmement compliqué. Donc au lieu de résoudre la chose simplement, il écrit toutes ces pièces de théâtre, et en même temps, je crois qu'il est à la fois sur le niveau de la représentation de l'histoire, avec la question du dédommagement, donc qu'on peut trouver chez Sade, mais qu'on trouvera aussi chez Nietzsche, et en même temps, il est sur le niveau de la philosophie, à savoir si Dieu disparaît, comment fabrique-t-on de l'autre, du grand autre? Moi, je trouve on retrouvera ces questions-là chez Weininger dans Sexe et caractère en 1900,
qui est un auteur qui passe aussi pour incroyablement haineux à l'égard des femmes, ce qui est d'une certaine façon vrai, mais qui en même temps s'affronte à une question au lieu de la contourner. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Martine Rennes, en partant de cette analyse sur Strindberg, est-ce que vous considérez que le XIXe siècle que vous avez en particulier étudié dans son questionnement sur les femmes pose le problème en termes de domination, de renversement de la domination, de dépassement de la domination? Est-ce qu'il s'agit du paradigme essentiel? Disons que d'un point de vue littéraire, moi je vais penser la question tout à fait autrement et ne pas m'engager du tout dans la direction qu'a choisie Geneviève Fraisse, parce que de mon point de vue, la représentation des identités masculines et féminines en littérature procède en réalité d'un mix de 3 éléments. C'est-à-dire, forcément, quand on est un auteur dramatique, à la fin du XIXe siècle, puisqu'on a 2 pièces écrites très rapidement, d'ailleurs, il faut rappeler ça, en 1888, on partage à des degrés divers, on se positionne à l'égard du discours du temps. Il est très intéressant de voir que dans la préface à Mademoiselle Julie, par exemple, Strindberg va dire que son modèle, ce sont les Goncourt. On sait aussi que Zola a préfacé l'édition française de la pièce de théâtre Père. Il avoue que ce qu'il cherche à faire, c'est un drame naturaliste. Alors, est-ce que ces étiquettes conviennent? Ça, on peut le mettre en débat, mais en tout cas, voilà, disons que c'est une information intéressante à noter, puisqu'évidemment, il a à se situer vis-à-vis de ce qui est la pensée du temps, et il va, à cet égard, évidemment, prendre un certain nombre de positions. Personnellement, je trouve qu'il est puissamment dans son temps, et peut-être moins original, mais alors là aussi, c'est un débat, à mettre en débat, que peut-être les propos de Geneviève pourraient le faire penser, et je vais m'expliquer là-dessus. Donc le premier élément, c'est qu'il partage et qu'il se situe vis-à-vis de ce qui est la pensée justement de l'égalité, de l'absence d'égalité, de l'altérité, etc., de son époque. Lecteur de Schopenhauer, de Darwin et de Nietzsche, dont il a une phrase quand même très bizarre où il dit que Nietzsche l'a ensemencé comme une chienne. Il faut dire que l'image est forte. Avec l'image de l'utérus. Oui, c'est ça, l'image est forte tout de même, on appréciera à des degrés divers. Le deuxième point, c'est évidemment son propre rapport, et là on serait plutôt du côté de la psychanalyse qui aurait envie de démonter aussi son propre rapport d'homme au féminin, et on ne peut pas sentir, moi je viens de voir Les Créanciers après avoir vu Mademoiselle Julie, et évidemment on sent tout de même une immense amertume du premier, de celui qui a été le premier, dont la pièce ne fait pas l'économie. Et la pièce, évidemment, construit à partir de là des propos plus ou moins savants, mais dont on sent tout de même, il me semble, le côté extrêmement grinçant. Et quand on sait que lui-même, Strindberg, a été marié 3 fois avec des comédiennes et qu'il a été extrêmement amer de son premier divorce, ce que rappellent toutes les biographies, on ne peut pas s'empêcher tout de même de faire entrer en ligne de compte aussi ces éléments-là. À quel degré, comment, ça, là aussi, la critique peut en décider. Le troisième point, qui me paraît, de mon point de vue, le plus intéressant peut-être, c'est qu'évidemment, la littérature copie la littérature. C'est-à-dire que sur un certain nombre de points, Strindberg imite et se place ayant une excellente connaissance de la littérature, et évidemment de la littérature française, puisque certains de ses textes sont publiés en français. On est très frappé de voir dans Mademoiselle Julie, par exemple, qu'on a un schéma de pièce de théâtre absolument typique, un désordre, un retour à l'ordre qui rappelle, y compris La Nuit des Rois de Shakespeare. C'est-à-dire que pendant un moment exceptionnel de fête, etc., se passe un épouvantable chaos, les rôles sont inversés, les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes, les maîtres deviennent valets, les valets deviennent maîtres, et à la fin, il y a retour à l'ordre. Et dans un sens, Mademoiselle Julie peut aussi, pas seulement, mais peut aussi être lu dans ce modèle carnavalesque de l'inversion des rôles et ensuite d'un retour à l'ordre où l'élément perturbant est rejeté. Structure connue au théâtre et connue dans l'histoire du théâtre.
Dans les créanciers, ce qui me frappe, c'est évidemment l'utilisation de la figure de l'artiste comme vidée de sa substance, c'est ce que le mari manipulateur, le premier, lui fait comprendre, vidée de sa substance par la femme. Ça, c'est un débat qui, en France, connaît différents exemples en termes de romans. Et je pense au recueil de nouvelles d'Alphonse Daudet, Les femmes d'artistes, où il montre qu'effectivement ces artistes sont plus malheureux les uns que les autres, car évidemment on ne saurait, quand on est artiste, se trouver avec une mégère plantée à côté qui vous vide de votre substance. On peut penser aussi à Manette Salomon, des Goncourt, qui raconte une histoire semblable. On peut penser au roman d'Alexandre Dumas fils, l'affaire Clémenceau. Dans tous les cas, et parce que précisément cette idée est généralement partagée par cette génération d'artistes, il y a une sorte de positionnement paradoxal de célébration du célibat, alors même qu'un certain nombre sont mariés, et que, au fond, ultimement, il faudrait décidément se débarrasser de l'élément féminin. Là-dessus, Flaubert, un peu antérieur, a des phrases très très fortes en disant il n'y a pas moyen d'emboîter, c'est le terme de Flaubert, il n'y a pas moyen d'emboîter la muse et la femme. Impossible. En réalité, il faut choisir. Et il me semble que ça aussi, on l'entend bien dans les créanciers. C'est ce que, donc là, effectivement, mon analyse est strictement littéraire et entend la représentation comme un mixte de ces trois données. Alors, évidemment, à partir de là, chaque dramaturge concocte des figures du masculin et du féminin qui posent assurément, et là, on revient à des positions un peu plus élevées et d'ordre philosophique qui, évidemment, interrogent l'altérité, le devenir du féminin, etc. Alors, donc, il y a ces trois dimensions que vous évoquez, idéologique, psychanalytique et littéraire. Je pense que Geneviève Fraisse avait envie de réagir sur cette question de l'inversion et du carnavalesque. Alors oui, j'ai sursauté, mais la question du mal, je pense à un texte que j'ai retrouvé aussi dans mon dossier, je pense sorti au moment de cette mise en scène du Pélican, qui est un échange entre Gauguin et Strindberg. Et Gauguin demande une préface ou une introduction à Strindberg, et finalement Strindberg lui dit non, mais on lui en écrit suffisamment long pour que l'autre s'en serve. C'est comme l'histoire finalement avec de la préface de Père par Zola. Et en même temps, Gauguin dit, j'ai le papier là, si vous voulez, je vous le lirai, on n'a pas la même représentation d'Ève. Hein, votre Ève, c'est-à-dire le mal, c'est la question du mal, quoi, par rapport à ce que j'ai dit de la religion tout à l'heure et de Dieu disparaissant. Et à ce moment-là, peut-être il faut faire monter deux choses, le mal, et donc là il faut que la femme soit le mal, et ça c'est quand même assez, ça traverse quand même beaucoup Strindberg. Et puis aussi il y a la question de l'origine, d'où le problème de la mère. Alors ça c'était une chose qui sont des corollaires finalement de cette transformation du rapport au religieux. Le mal et l'origine, d'où l'importance du mal féminin, et avec cette Ève, d'ailleurs on a la nouvelle Ève, c'est vraiment, Ève est un lieu commun, l'Ève future de Villiers, mais et puis la nouvelle Ève, c'est intervient même chez les féministes, enfin c'est un lieu commun de la fin du 19e siècle. Ça c'est une chose, on sait que Strindberg a quand même beaucoup vécu en France, enfin, à plusieurs fois. Alors ça c'était, une des choses qui m'intéresse, c'est autour de tout ça, la représentation, donc, mais dans le fonctionnement d'une charnière par rapport où le début de la fin de la métaphysique s'annonce, d'une part. Et alors pourquoi je sursautais sur le carnavalesque? Parce que la question de la servante, qui est une question qui le fils de la servante, on sait bien, c'est une question assez passionnante, parce que j'avais, en voyant Mademoiselle Julie, je pensais à deux choses que j'avais pu travailler, qui n'ont rien à voir, vous allez voir. C'est d'une part Marivaux, et d'autre part Octave Mirbeau. Alors Octave Mirbeau, non pas à cause du journal d'une femme de chambre, mais à cause des affaires sont les affaires, sur lesquelles j'avais dû, il y a longtemps aussi, faire un petit texte quand ça se jouait aux têtes du rond-point. Et donc j'avais travaillé précisément ce qu'était la révolte de Germaine dans Les affaires sont les affaires, qui est la fille de la maison qui finalement préfère les domestiques parce que c'est une façon de faire de la contestation sociale. Alors si je sursautais sur Carnaval, c'est parce qu'en fait, la question de l'inversion du social,
alors, fonctionne de manière politique. Disons aussi bien avec, chez les frères Goncourt que, à mon avis, dans Julie, que dans Octave Mirbeau, bien évidemment. Et du coup, c'est pour ça que je faisais une association d'idées aussi avec Marivaux, puisque chez Marivaux, le jeu qu'il y a, pas de Beaumarchais, c'est peut-être encore autre chose, mais le jeu qu'il y a entre les domestiques et les maîtres, c'est pas si carnavalesque que ça, c'est quand même pour représenter le désir dans sa réciprocité, je dirais pas dans son égalité, je n'oserais pas faire un anachronisme avec le début du XVIIIe, mais quand même, sur la réciprocité du désir, quelque chose est en jeu chez Marivaux. Donc je pensais à ça par rapport donc c'est pour ça que je fais des associations d'idées par rapport à Mademoiselle Julie, où on voit clairement, et de ce point de vue-là, Martine Reid, je la suivrai, sur le fait qu'il est bien de son temps, enfin donc qu'il n'est pas si... Bon, moi je le trouve très original, mais enfin qui correspondrait là à beaucoup de questions posées, savoir que la question de la domesticité, et Dieu sait si nos oreilles teintent en ce moment, c'est précisément une représentation du conflit social très particulière. Bon, il se trouve que j'avais écrit un livre là-dessus il y a très longtemps, la question du service domestique. On est là sur... rappelez-vous l'histoire des sœurs Papin, est-ce que c'est cette histoire-là qui quand même traverse les surréalistes, les existentialistes, et Genet et Vauthier qui viennent disparaître, enfin, et tout le monde, et jusqu'à comment ça s'appelle, Chabrol récemment, c'est-à-dire c'est le lieu où quelque chose du conflit social, tel qu'il peut être pensé curieusement à partir de la société industrielle, se joue dans sa cruauté et dans son âpreté, peut être représenté. Quelque chose du conflit social peut être représenté par un conflit très archaïque, qui est maître-valet ou maître-servante plutôt, hein, parce que la domesticité se féminise de manière phénoménale autour des années 1900. Et de ce point de vue-là, pour moi, Strindberg est quelqu'un qui a cette lucidité, cette anticipation dont je parlais au début. Oui, du coup, je ne vois pas le carnaval, parce que les choses ne reviennent pas au point de départ. Mais voilà. Oui, mais enfin, la domesticité souhaite, en tout cas, si on se limite strictement à ce qui est entendu dans la pièce de Strindberg, la domesticité souhaite le retour à l'ordre. Et elle conteste les agissements incompréhensibles de cette mademoiselle Julie, agissements incompréhensibles qui sont, heureusement, et alors là on est effectivement dans une perspective qui est tout à fait naturaliste, c'est cette manière de sortir de son rang ou de ne pas le tenir est due à l'atavisme. C'est-à-dire l'histoire de cette mère qui, très malhonnête, a raté une sorte d'utopie d'égalité des sexes, et donc a menti, a été infidèle, etc. Et la fille est, alors façon très aulienne, mais sans vue optimiste à la fin, débouchant sur quelques progrès, la fille est le résultat, le rejeton de cette union en tout point malheureuse et calamiteuse. Donc les domestiques souhaitent, et la pièce se termine là-dessus, avoir leur place de domestique, la retrouver, sans qu'on soit débarrassé justement de celle par qui le scandale arrive. Sauf que c'est l'homme qui est dominant dans la relation entre Julie et Jean. Sauf qu'il a inversé les choses de telle manière qu'on est obligé de faire une nouvelle inversion. Je ne suis pas convaincue de ça. Je ne suis pas convaincue de ça. J'en étais d'autant moins convaincue ici que je trouve que la manière dont c'est joué plutôt sur le mode de la comédie, quasiment ça fait penser un peu à Feydeau, très très longtemps. C'est sans doute assez difficile pour les acteurs, on l'évoquait tout à l'heure ou hier, de se situer vis-à-vis de cette forme mixte. À la fois c'est un drame, mais finalement c'est un drame sur la fin, et pas franchement au début, puisque ce serait plutôt une comédie. Et de toute façon, l'homme met en garde, encore, jusqu'au moment où... S'apitoie-t-on sur son sort? Moi, j'ai pas trouvé du tout que non. Elle avait un comportement absurde, tous les personnages répètent qu'elle a un comportement absurde, et à la fin, il lui arrive ce que dans la logique de la pièce, il doit lui arriver, c'est-à-dire, elle est évacuée, elle est éliminée. Ça, c'est une logique de pièce de théâtre. Je ne vois pas en quoi il y a personnellement vraiment contestation, inversion, pensée profonde. Parce qu'il est dominant. Parce que la question est de savoir où se place la domination.
Et c'est comme ça. Il se trouve que si j'avais vu une autre version l'année dernière à la télé. Il me semble, elle est évoquée de diverses manières. Il y a la scène où elle lui dit « baise mon soulier », et donc là, on est dans une position de domination. Alors, il travaille un chiasme, évidemment, le masculin, le féminin, le domestique, la maîtresse. Oui, oui. Mais c'est vrai que par là, rapport, tu vois, à des choses plus classiques, où c'est pour ça que je faisais une association avec Marivaux, on voit bien que, quand même, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu politique. Relatif, parce qu'il y a la tradition de la commedia dell'arte. Là, tout de même, il y a des modèles littéraires. Alors que ces modèles littéraires fassent l'impasse sur le politique, je ne dis pas ça, mais ça me paraît beaucoup plus manifeste à la fin du XIXe siècle qu'au XVIIIe. Parce qu'il y a... Ah ben oui, non, mais c'est pas la même. C'est pour ça que je disais que c'était pas la même. C'est pour ça que je disais que c'était pas du tout la même histoire. En revanche, quand on prend la pièce Les affaires sont les affaires d'Octave Mirbeau, on est là dans un personnage de fille de la maison qui fait bouger les lignes, avec tout le danger, avec tous les risques que ça comporte pour la fille en question. Moi, c'est pour ce point de vue-là, c'est ça qui m'intéresse aussi. Oui. C'est-à-dire non pas qu'elle serait perdante, c'est plutôt qu'elle prend des risques. Dans cette discussion qui tourne autour des concepts du carnavalesque, de la domination et des rapports d'inversion, il est certain qu'il y a toute une tradition de l'inversion qui fonde même le genre dramatique. Vous avez vu la commedia dell'arte, mais si on remonte jusqu'à Aristophane, Lysistrata, l'Assemblée des femmes, on a systématiquement un moment qui est le moment d'ailleurs du théâtre et du spectacle, où les lois sont suspendues, les rapports de domination s'inversent entre hommes, femmes, entre valets et maîtres, etc. Ça va évidemment jusqu'à Marivaux, qu'on pense à l'île des esclaves, qui est paradigmatique. Simplement, s'il est vrai qu'il y a un tournant qui s'opère, et ce tournant s'appelle la Révolution française à mon sens, qui a une portée européenne et mondiale, ça veut dire que les serviteurs peuvent devenir la classe dominante. C'est exactement ce que je cherche à dire. Et il me semble qu'effectivement, ce qui se passe au moment de Strindberg, c'est que désormais, le serviteur peut rêver dans une république de devenir le maître. D'ailleurs, c'est tout le moment qui peut sembler une utopie délirante de Jean, qui est son rêve à lui, c'est-à-dire j'irai en Roumanie, je deviendrai comte, moi aussi, et j'irai en Suisse, et j'ouvrirai un hôtel, et jusqu'à terre, on s'inclinera devant moi. Donc, il y a ce rêve de promotion sociale qui est possible pour un domestique. Et vous parlez de faire bouger les lignes, il est sans doute vrai que le vrai danger qui commence à poindre, c'est qu'à la fin du spectacle, les classes ne se retrouveront pas dans le ordre normal. À la fin de l'île des esclaves, Trivelin dit, voilà, heureusement, les maîtres sont des bons maîtres, et les esclaves de bons esclaves, sinon on aurait coupé la tête des esclaves qui jouent à faire les mauvais maîtres. Donc, en revanche, le danger possible, la subversion possible, et c'est pour ça que les sœurs Papa ont été sans doute aussi violents, c'est que la contestation peut aller jusqu'à la destruction de notre classe. C'est ce que je pense, c'est-à-dire c'est une représentation politique d'une contestation sociale à travers le conflit le plus archaïque qui est celui de maître valet ou de maître servante, ou de, féminin, masculin comme on veut, mais il se trouve que les choses changent profondément à la fin du XIXe siècle, puisque la domesticité d'apparat va disparaître au profit d'une domesticité technique. Ça se joue autour de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle la crise de la domesticité dans tous les discours des juristes, par exemple, des idéologues. Et donc il y a une transformation profonde. Et en même temps, l'idée que ce métier-là ne va pas pouvoir devenir un métier salarié comme les autres, ouvriers comme les autres. Les ouvriers ne veulent pas que les domestiques puissent se rapprocher d'eux, parce qu'il y a bien une différence, puisque eux travaillent chez les maîtres. Et donc je lis... C'est pour ça que je fais une opposition au carnaval, enfin à d'autres lieux, et c'est juste pour pointer que Strindberg, là, quand même, comme après Mirbeau, est conscient qu'à travers la question de la domesticité, ils ouvrent la porte à une subversion qui ne sera pas seulement carnavalesque, mais aussi politique. Alors, c'est juste ça que je cherche à dire, et qui me paraît... c'est vrai que j'ai fait une association d'idées avec Mirbeau, parce que j'avais travaillé aussi cette pièce-là, mais c'est vrai aussi qu'on est étonné de voir à quel point la question de la domestique, du service, a servi de creuset d'analyse politique depuis Geneviève de Lamartine, en passant par Germy de la Certeux et compagnie, et avec cette exemplarité littéraire
l'histoire des sœurs Papin, qui effectivement ne changent pas le monde, hein. On retombe sur nos pieds, et dans le réel, mais néanmoins, elles sont là comme critiques sociales. Autres, me semble-t-il, avec ma connaissance limitée, on n'a pas parlé de Beaumarchais, mais que ceux qui écrivent au XVIIIe. Parce que, effectivement, là, ce que veut dire la Révolution française, Gérald, quand vous l'employez, c'est simplement l'ère démocratique avec la représentation de l'égalité. Absolument. Et donc alors, on retombe sur la question de l'égalité chez Strindberg, qui à mon avis est une clé. Mais alors pour ajouter une complication supplémentaire au débat, donc Mademoiselle Julie, le rapport est un rapport de classe entre maîtresse et domestique. Donc, et dans Créancier, il s'agit d'un couple d'artistes. Donc, un écrivain, un peintre devenant sculpteur, et par contraste, l'ancien mari est dans un rapport secondaire, c'est-à-dire qu'il est un commentateur, comme il le dit, je suis veuf et j'enseigne dans le Nord, il est critique, donc il n'est pas un créateur. D'ailleurs, c'est toute la réplique empreinte de ressentiment ultime, comme quoi on peut ne pas être un imbécile, même si on n'est pas peintre ou romancier, ne l'oublie pas. Bon, donc c'est la revanche du critique sur le créateur. Bien, on a donc un couple là qui est un couple de créateurs, et l'accusation qui est portée est l'accusation de vampirisme, c'est-à-dire le fait d'avoir été vidé de sa substance, d'avoir tout pris. Bon, donc pour qu'on complète un petit peu la discussion qu'on a sur la question de la domination et de son inversion, il y a dans cette manière de faire peut-être bouger les lignes la question du vampirisme, de la hantise et du vampirisme. J'aimerais qu'on évoque, si vous le voulez bien, Martine. Oui, mais justement, je le disais tout à l'heure, enfin, cette question-là, elle est largement partagée en France par le milieu artiste, donc pas d'originalité particulière à l'avoir reprise ici. En revanche, et pour rebondir et peut-être faire un peu le lien avec ce qui vient d'être dit, moi je trouve que dans les deux cas, on a quand même un traitement parfaitement significatif de la femme comme coquette. Après tout, dans tous les cas, c'est vrai pour Mademoiselle Julie, c'est après tout à cause de sa coquetterie, de cette manière de perdre la tête un soir de la Saint-Jean, que ce qui lui arrive. Après tout, elle l'a souhaité, l'autre l'a mise en garde, etc. De la même manière ici, et c'est joué, il me semble, de cette façon, et il me semble que c'est la bonne façon de le jouer, Thecla est coquette, est instable. Elle a les caractéristiques du féminin. Elle est enfermée dans cette posture-là. Il est d'ailleurs tout à fait significatif qu'on imagine que, bien entendu, et elle le dit par plaisanterie, c'est une femme auteure qui n'en est pas vraiment une, puisque en réalité, tout ce qu'elle a été capable de faire, c'est d'écrire un roman, de faire de l'autofiction, d'écrire un roman sur son premier mariage. Et encore, on lui a appris l'orthographe pour les circonstances. Donc, moi, je trouve qu'elle est d'office invalidée et que de toute façon, le dialogue entre les deux hommes, où s'instaure une connivence masculine immédiate, hein, même si l'un manipule l'autre, il y a un véritable effet de connivence. Le premier mari arrive à convaincre le second que, comme artiste, il s'est laissé déposséder de sa substance. Et là, je le disais, ça rejoint toutes sortes de débats sur la nécessité pour l'artiste d'être célibataire. Et c'est pas un hasard si d'ailleurs on lui dit 6 mois, le premier mari lui dit 6 mois d'abstinence vont régler cette affaire, parce que précisément la dépense sexuelle est vécue comme une manière de détourner la force créatrice. Et là aussi, il y a toutes sortes de théories. Alors, je rebondis à côté. Moi, là encore, où je trouve Strindberg très fort, c'est qu'il va croiser dans cette pièce, mais aussi dans Camarades par exemple, la question de l'amour au plus intime, du sexuel, du couple, d'une vie domestique, puisque c'est toujours très fort chez lui la question de la vie, de l'espace domestique. Il croise cela avec la question de la création. Or, ce sont des histoires qui sont aussi des histoires parallèles, à mon sens, au XIXe siècle surtout, un peu au XXe encore, mais peut-être un peu moins, qui là encore s'origine dans la naissance de la démocratie, qui est que sera contestée à la femme la possibilité d'être une créatrice. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. La femme est la fameuse muse, et l'homme le créateur. Si vous déréglez ça, et ça se dérègle,
ça se dérègle profondément au XIXe siècle. Ça se dérègle vraiment la répartition des rôles, d'où là encore la lecture très aiguë de Strindberg, qui dit si ça se dérègle et si on va trouver de la création du côté féminin, eh bien alors, effectivement, on vide la substance, on vampirise, on prend à l'autre. On aura des exemples célèbres, hein. Première partie du XXe, Catherine Pozzi et Paul Valéry, l'amante de Valéry, se plaignant tout au long de son journal, parce qu'ils se montraient leurs journaux respectifs, de la façon dont Valéry, finalement, Catherine Pozzi, qui est un auteur par ailleurs, et un auteur pas inintéressant du tout, comment elle se plaint de cette vampirisation dont elle a été l'objet par Paul Valéry, en gros d'un vol, quoi, on peut appeler ça aussi comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, précisément, c'est que Strindberg, au lieu d'être soit du côté de « nous ne voulons pas de femmes créatrices, restez muses, vous êtes là pour inspirer », sinon c'est de l'égalité citoyenne, mais c'est rien du tout par rapport à la question de l'égalité dans la création. Là, la question du vertige est beaucoup plus fort. Ce sont des affaires de jouissance. Ce sont des affaires de jouissance, de qui jouit, parce que la citoyenneté, c'est une affaire de droit, c'est une affaire de jouissance si on arrive dans l'espace du politique dont nous parlons ces jours-ci d'ailleurs. Mais sinon, c'est d'abord un accès à son opinion avant d'être l'accès à la jouissance du pouvoir politique. Et puis, il y a la question de la création, qui est aussi un lieu de jouissance, de risques, d'âpreté, de difficultés immenses, mais en même temps, évidemment, aussi de jouissance. Or, ce qui est clairement dit au moment de la fin de la Révolution française, c'est « Attendez, cette jouissance-là, elle n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous. » Là, il y a une... C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, après la façon dont j'ai fait toute une série d'associations d'idées à partir de la sculpture de Brancusi, au début du XXe, qui s'appelle La Muse endormie. Est-ce que la Muse endormie, c'est la muse au repos d'un modèle fatigué, ou est-ce que c'est celle qui est aussi porteuse de cet enfantement qu'il y a dans le sommeil, comme on sait par Goya, voilà, de ce qui est monstrueux, donc lors de la création peut arriver. Donc moi je trouve que dans Strindberg, chaque fois qu'il arrive à croiser l'amour, le sexe, la sexualité, le désir dans toute sa violence et sa non-maîtrise, avec la question de soit l'indépendance des femmes, on a parlé de l'égalité des sexes, mais aussi de la créativité, c'est-à-dire de la possibilité d'être créatrice, et encore une fois, dans Camarade, Bertha est très, très, très claire là-dessus, elle est en position, alors elle perd à la fin, hein. Donc là encore, c'est comme dans Mademoiselle Julie, elle perd, c'est elle qui perd dans le rapport conjugal ou de couple. Mais je trouve très fort que Strindberg, par exemple, si je continue à penser à l'histoire de Mirbeau dont je fais l'association que je faisais, lui il ne va pas mélanger les choses. Et donc si Strindberg mélange, réussit je pense qu'à ce point de vue-là, c'est dramaturgiquement très fort. Mais bon, il y a des dans la prose française du temps, il y a exactement le même débat. Mais bien sûr, oui, mais là il est écrit. Pas sur scène. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Tu prends le recueil des nouvelles, les femmes d'artistes de Léon Daudet, on est bien dans le privé, on est bien dans certaines nouvelles, dans la créativité de l'un et de l'autre. Évidemment, le féminin est toujours en retrait, toujours, etc. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu l'as dans Henry James, la muse tragique. Oui. Aussi. Il faudrait regarder les dates. Non, mais c'est à peu près les... J'ai pas dit que le débat n'était pas ailleurs. Non, il est tout au long du 19e. Je dis juste que c'est dans son écriture, il a réussi à la fois à parler, à mettre... donc là, je pense qu'il y en a moins. On en trouvera moins. On trouvera le débat sur les jouissances parallèles et comment elles se croisent. Mais quant à l'écrire, ça me paraît être une autre affaire. Si on laisse un temps la question de l'originalité, parce que c'est peut-être un débat qui n'est pas forcément central pour ce qui nous intéresse ici, si on essaie plutôt de voir quel est le
le sens proposé ici. Ce qui est sans doute intéressant aussi, c'est ce que vous avez évoqué très justement sur le naturalisme et son rapport au déterminisme. Puisque qu'est-ce que le naturalisme, sinon l'étude d'un déterminisme social? On sait que le sous-titre des Rougon-Macquart de Zola, c'est Histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire. Histoire naturelle faisant évidemment allusion à Claude Bernard et à tout ce rapport de recherche des causes, et des causes en particulier biologiques et sociales. Donc l'étude des tares, et si on pense à l'arbre généalogique des Rougon-Macquart, il y a les tares qui font que le père de Nana est alcoolique, qui ont rendu Nana prostituée, etc. Bref, donc cette genèse des causes, on l'entend, voilà. Alors c'est sur cette question du déterminisme que peut-être on pourrait ensemble discuter, c'est-à-dire que est-ce qu'il vous semble qu'il y a dans ces deux pièces qui sont différentes, puisque Strindberg intitule Mademoiselle Julie tragédie naturaliste, et il abandonne l'idée même de faire du naturalisme avec Créancier tragicomédie, et donc le naturalisme est en quelque sorte dépassé, et puis on va aller vers les pièces qui sont des pièces encore plus fantastiques, fantasmagoriques après. Est-ce que cette question du déterminisme vous semble ici en quelque sorte dénoncée, dépassée chez Strindberg, ou est-ce qu'il y a finalement une sorte de reconnaissance de ce déterminisme? Non, il y a un puissant déterminisme à l'œuvre qui est expliqué par les personnages. Je n'entends pas. Oui, il me semble qu'il y a justement ce déterminisme à l'œuvre dans Mademoiselle Julie qui est expliqué par les personnages à un moment donné, et c'est tout à fait intéressant de voir qu'il a construit le personnage de cette manière. Ça, il n'y a pas de doute, ça date immédiatement la pièce. Si l'héroïne vient dire en réalité je me comporte comme je me comporte parce que tu ne connais pas, dit-elle à son amant, l'enfance que j'ai eue, etc. Ce petit raccourci-là est très significatif, puisque on a là la démarche naturaliste, celle qui dit j'ai eu une enfance de tel type, et mes parents se sont conduits à mon égard de telle façon. Ça, c'est immanquablement la preuve qu'il y a cet aspect naturaliste dans les créanciers. Il y a évidemment le discours sur l'épilepsie, tout ce discours scientifique tel qu'on le conçoit à l'époque, qui intéresse Strindberg aussi, et qui vient évidemment coller sur l'ensemble. Il faut que l'artiste soit nerveux. Ça, c'est les typologies aussi des artistes. Qu'est-ce que c'est que le génie? Eh bien, ici, on a un homme plutôt jeune, tremblant, et on a il décline en fait un portrait de l'artiste. Là aussi, je ne veux pas débattre sur l'originalité, mais je reconnais quand même un certain nombre de points qui sont propres au discours tenu, en tout cas dans la littérature française, sur des questions de ce genre. Et dis-moi, comment, moi, il y a quelque chose que... Alors, si on part dans cette direction, comment ça se croise avec le darwinisme? C'est-à-dire que c'est une lecture du darwinisme qui n'est pas du tout une lecture évolutionniste, ou évolutionniste quand même. C'est-à-dire, enfin, moi je suis pas, j'y connais. C'était une des conséquences de la question que je posais. Mais moi je ne sais pas répondre du tout. Est-ce que ce déterminisme... Comment on fait avec le darwinisme, puisqu'il est, il est très ouvert aussi au darwinisme. Oui, parce qu'il y a une évolution. Il y a de la temporalité. Oui. Et il y a de la temporalité, il y a de l'historicité. Il n'y a pas de naissance. Et il n'y a pas de... Voilà. Oui. Donc moi je sais pas quoi faire avec ça. C'est pour ça que je retiens le mot tragédie dans ce cas-là. Non, c'est vrai que c'est bloqué. Je comprends pas le lien. Je comprends pas le lien. Et c'est pour ça que moi je vois plus l'historicité. Pour expliciter de deux choses l'une, soit il y a deux essences qui sont déterminées et donc qui produisent un destin sexuelle, soit il y a de l'histoire, et dans ce cas-là, soit il y a de l'histoire, ce que vous évoquez avec le darwinisme, j'explicite, et soit il y a de l'histoire, et dans ce cas-là, il y a la possibilité pour les rapports de force d'évoluer, voire de s'inverser, et il n'y a pas de destin absolument strict. Eh bien, je pense que, de fait, dans ce qu'il met en scène, pas seulement dans les deux pièces dont on parle, mais plus globalement, il y a de l'historicité. Il y a de l'historicité puisqu'il reconnaît qu'il y a cette demande d'émancipation et il reconnaît qu'il y a eu esclavage. Et que justement, tout ça est bien compliqué et on ne sait pas quoi en faire. Et de ce point de vue-là, moi je le rapprocherais aussi de Nietzsche, où on connaît aussi ce qu'on appellerait entre guillemets la misogynie de Nietzsche. Et pourtant, chez Nietzsche, qu'on ne trouve chez pratiquement personne d'autre sur la question des sexes au XIXe siècle, c'est l'historicité. Il n'arrête pas, quand il parle des femmes, c'est un test assez intéressant à faire, de dire, pour un temps,
aujourd'hui, plus tard, donc il est dans une représentation d'historicité qui ne nous étonne pas par rapport à ce qu'on peut savoir de la philosophie de l'histoire nietzschéenne, mais qui, du point de vue de la question des sexes, effectivement fait un peu plus tâche par rapport à des tas d'autres discours. Et sinon, à part Marx, où il peut y avoir là aussi une représentation de l'historicité des sexes, on n'en a évidemment pas beaucoup. Voilà, donc moi je penche pour un Strindberg qui... donc c'est pour ça que moi je ne suis pas assez forte en histoire de la littérature pour savoir ce que c'est que le naturalisme, mais j'ai tendance à le voir du côté d'une représentation d'une temporalité des sexes. Puisqu'il dit, et à ce moment-là les pères, alors si les femmes sont comme ça, alors les pères ne peuvent plus être comme ça, ou bien les hommes vont devenir les esclaves des femmes. Enfin, on le voit poser toutes les questions qui restent encore les questions fantasmatiques d'aujourd'hui par rapport à l'égalité, par rapport à une réflexion sur l'égalité des sexes. Donc je le vois du côté de la temporalité. Mais bon, encore une fois, c'est mon ignorance en histoire littéraire. Cela rejoint ce que vous disiez tout au début sur le moment, oui. Le moment dont Strindberg est le témoin et qu'il exprime, c'est-à-dire ce moment d'une demande d'émancipation. Vous avez également relié à cette question de la dette de la créance. Il y a de nombreuses créances dans cette pièce, de très nombreuses, y compris des créances internes, c'est-à-dire que c'est aussi ce que le personnage à lui-même considère devoir au premier mari, mais ce premier mari, d'ailleurs c'est l'une des manières dont on a travaillé avec Christian Schiaretti, peut-être une projection fantasmatique, fantomatique même, de cet individu. Donc en tout cas, il est certain qu'il y a aussi cette créance, qui est cette créance, vous évoquez, que la femme a été asservie et elle demande à être émancipée. Bon. Donc, à partir de là, il y a le grand danger qui provoque la coalition des hommes, la connivence donc, que vous évoquiez au début, connivence masculine, pour empêcher ce grand retournement-là. Alors, qu'est-ce que vous concluez de la pièce? Est-ce que vous concluez à ce retour à l'ordre que vous évoquiez, ou est-ce qu'il y a un dépassement, ce qui ferait une histoire en train d'avancer vers une émancipation des femmes? Non, moi je dirais que c'est la différence avec le naturalisme à la Zola, par exemple. Zola annonce un progrès, pense la société en devenir, alors il la pense dans des termes qu'on peut rétrospectivement contester, ou qu'on peut en tout cas critiquer. Fécondité, on peut justement limiter la portée. Mais par ailleurs, je pense que de manière intéressante, chez Strindberg, les possibilités d'ouverture sont systématiquement bloquées. Et en réalité, d'un point de vue formel, la parole poétique aussi, ça j'ai trouvé très intéressant, la parole poétique est bloquée. Quand le personnage, l'amant de Mademoiselle Julie lui dit, voilà, j'ai eu un rêve de jeunesse, j'ai vu une jeune fille charmante et j'ai voulu entrer dans le château et ensuite j'ai compris que jamais je ne pourrais être amoureux d'elle et donc je me suis enfermé dans un lit de sureau pour mourir. Magnifique petite tirade, effectivement poétique, et elle est bloquée parce qu'il lui dit à la réplique un peu plus tard que de toute façon il a menti. Comme si on était dans un temps où justement le poétique n'avait plus sa place. Parce qu'on était dans un débat extrêmement, dans un rapport de force tel qu'à la fin, c'est qui gagne? Ça c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. La connaissance. C'est-à-dire que qui gagne, justement, pour revenir à un point que j'évoquais au tout début, c'est la question de la lucidité. Autant il y a très peu de philosophes au XIXe siècle, donc dans ce moment post-révolutionnaire et début d'ère démocratique, qui imaginent l'historicité et la temporalité des relations entre les sexes, autant beaucoup, à mon avis, exprime à différents moments, à mon avis, enfin, ça renvoie à des références évidemment, qu'ils comprennent que c'est en train d'advenir, que c'est soit une menace, soit une promesse, hein, ça dépend qui, mais que cette connaissance, et ça commence avec Kant, cette connaissance que quelque chose là se joue, si on joue vraiment le jeu de la similitude des êtres humains, alors il va falloir poser la question de la similitude des sexes, donc de la possibilité d'un rapport égal. Et quand je réponds la connaissance, c'est-à-dire je crois qu'il met sur la table les choses.
C'est ça que je disais aussi quand je disais qu'il croisait si bien la question de la création et la question du désir amoureux, enfin, ou de l'amour conjugal, enfin ce qu'on veut, c'est qu'il met les choses sur la table. Et alors je vous ai apporté deux citations extrêmement importantes pour la question de la conscience. L'une de Kierkegaard, qui est très connue, car elle fait aussi l'exergue du tome 2 du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Quel malheur que d'être femme, et pourtant le pire malheur quand on est une femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. C'est dans In Vino Veritas. Donc ça c'est magnifique, et elle le met, c'est l'exergue, c'est Poulain de la Barre pour le premier tome, et c'est l'exergue du deuxième volume du deuxième sexe. Et c'est extraordinaire parce que donc la question qui est posée par les gens du 19e, c'est la question de la conscience, c'est-à-dire de la connaissance, soit de l'oppression, soit de l'émancipation possible, soit de l'égalité pensable. Et je vous ai apporté aussi Otto Weininger, qui est un grand penseur, c'est un météoro, il passe très vite dans le ciel, puisqu'il meurt très jeune, mais dans Sexe et caractère, peut-on demander à la femme de cesser d'être esclave pour devenir malheureuse? Donc si vous voulez, entre Kierkegaard et Weininger, on a Nietzsche et Strindberg, qui parlent de la même chose. C'est-à-dire l'idée que la connaissance du malheur, c'est-à-dire en gros ça veut dire de l'oppression, de l'inégalité, de tout ce qu'on veut, est en jeu. Moi je trouve que Strindberg joue le jeu de cet enjeu et nous met les choses sur la table. Non, moi je ne fais pas cette lecture. Parce que je pense qu'il a pipé les dés avant même que ça ne commence. Et de toute façon, de quelle nature est la connaissance du côté des personnages féminins? Ah, bah alors, si, connaissance. Pourquoi tu n'en vois pas? Non, je pense que les personnages féminins sont construits comme des figures de coquettes, et Ah donc non. déclinent les différentes postures de la coquette, comprennent par moments, ça, mais je suis sur le pas fond ne d'accord. comprennent pas, et à la fin sont victimes. C'est-à-dire, une se suicide, l'autre a perdu l'objet d'amour. Bon, qu'a-t-elle compris? Oui, mais ça, c'est uniquement si on réfléchit au personnage. Mais si on réfléchit à ce que produit la représentation, c'est autre chose que les personnages. Et ce passage auquel je pensais, non, mais là, c'était dans le petit catéchisme à l'usage de la classe inférieure, mais c'est pas une parole de femme, mais c'est, je n'ai pas apporté. Mais ça, en fait, notre différend porte sur le lieu de la lecture. Oui. Pour moi, il n'est pas dans les personnages. Il est sur ce qui est dit, sur le texte. Oui, ben justement. Oui, non, et pas sur le personnage et je veux l'issue de dire idéalement l'histoire. sur les deux, hein, puisqu'on dans une pièce de théâtre, on a ces typologies des sexes et on leur fait dire quelque chose. Et moi, personnellement, je pense que peut-être la différence qu'il y aurait entre ta position et la mienne, c'est que moi, je trouve Strindberg beaucoup moins révolutionnaire que tu ne le suis. Je ne le trouve pas révolutionnaire, j'ai dit qu'il était lucide. Non, je dirais jamais qu'il est révolutionnaire. Je dis pas ça, parce que je dis simplement que derrière l'écran de la misogynie réelle, donc qui fait la défaite du sexe féminin, pour employer les termes de l'époque, c'est clair, il y a une conscience des enjeux politiques, philosophiques et théoriques qui est particulièrement bien exprimée. Bon, c'est pas ça qui est révolutionnaire. Ça veut dire que ça pense, et ça pense très profond, à mon sens. En fait, c'est pas l'issue du texte donc qui est l'enjeu. C'est pour ça que c'est en discordance effectivement de niveau de réception des textes. Mais je n'irais pas dire qu'il est révolutionnaire ni qu'il prône l'émancipation des femmes. Je ne sais pas dans cette logique-là. C'est dans la logique c'est pour ça que je prenais toutes ces petites phrases sur la conscience. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ils sont en train de se rendre compte. C'est pour ça que j'avais intitulé mon papier de l'histoire des femmes sur les philosophes du 19e siècle, de la destination au destin. C'est-à-dire qu'au début du 19e, on est sur la destination, donc ce qui serait donc du biologique et effectivement, vous êtes là pour faire des enfants gros et certainement pas pour être citoyenne, au destin, ce qui va finalement nous amener
à Freud, à Simmel et à d'autres qui vont faire une lecture d'une... C'est pas nécessairement plus drôle, le destin, mais disons qu'il y a plus d'histoire. Non, tu m'entendrais là? Oui, absolument. En même temps, il y a une intrication du biologique, parce que dans ce moment historique que vous évoquez, qui est la fin du XIXe siècle, on peut qualifier de grande dépression, par exemple, et le moment où Schopenhauer touche vraiment un vaste public 40 ans après, où tout le naturalisme, où on a Hartmann, on a évidemment les travaux de Freud, on a toute cette configuration qui est fascinée par les forces sombres, le moment du spiritisme, du magnétisme, une sorte d'examen scientifique de la face cachée, et puis c'est évidemment le moment d'éclosion de ce grand mythe de la femme fatale, et il y a des Salomé à foison, celle de Wilde, on la retrouve chez Gustave Moreau, donc toute cette espèce d'idée de cette puissance féminine montante qui est ce continent obscur, et qui est évidemment castrateur pour l'homme, et qu'on retrouve tous arts confondus, et Nana en est un exemple manifeste, ou en naturalisme, on le retrouve en peinture, etc. Bon, Loulou, qu'on a vu ici, évidemment. Bon. Donc, il y a un moment, effectivement, et c'est pour ça que la question de l'originalité m'intéresse moins que la question du moment historique et du sens, et sans doute que Strindberg en cristallise certains des enjeux. Oui. Peut-être qu'on peut maintenant, effectivement, puisque l'heure réglementaire est passée, proposer à la salle d'intervenir dans ce débat et de poser des questions ou de lancer, pas manifester la salle. De lancer des interjections ou propos divers. À vous la parole. Pour les propos divers. C'est la muse Anne-Françoise. Si j'ai bien compris ce que dit Geneviève, c'est comme si Strindberg faisait une espèce de diagnostic, rendait lisible c'est un lecteur. Une contradiction à un moment oui. donné. Et c'est ça. Entre autres, oui. C'est-à-dire une dramaturgie qui en fait nous pose un problème, nous fait réfléchir. Enfin, c'est effectivement du côté du spectateur, pas tellement du côté des personnages, que du coup on voit s'agencer des contradictions. Je trouve que le spectacle de Strindberg un peu, je sais pas, brechtien, je sais pas comment on peut dire ça, mais va complètement dans la manière dont tu lis cette œuvre, c'est-à-dire une œuvre qui dans la hantise, fait sortir les contradictions et nous permet de les regarder vraiment en face. Oui, je pense. Mais je suis d'accord avec ça, parce que par exemple, dans Les Créanciers, c'est quand même la femme qui est le sujet du désir, qui se pose en sujet de désir aussi, nécessairement. Oui. Par la structure même, indépendamment du discours qui peut être tenu sur elle, etc., par la structure même. Puisqu'elle peut passer d'un homme à l'autre, ce qui est quand même pas inintéressant comme représentation. Oui, donc, puis on a l'impression qu'il y a une relation qui irait vers un avenir, disons, égalitaire. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas prêter plus à Strindberg qu'il nous donne, mais c'est-à-dire que je pense... Enfin, je parle de la manière dont c'est mis en scène. Enfin, je trouve que le spectacle... Ah, dans la manière, pardon. Oui, pardon. Le spectacle, c'est une relation qui va vers un avenir... le deuxième mariage, la deuxième relation plus égalitaire, qui est hantée par quelque chose qui s'attache à la première relation, qui est beaucoup moins égalitaire, beaucoup plus moins démocratique. Plus classique ou traditionnel, bien sûr. Je trouve que c'est assez intéressant pour nous à l'époque où on est, parce que ce partage entre deux modèles, ça peut nous parler aussi, je trouve, aujourd'hui. Donc
peut-être... Comme dans une question contemporaine, disons dans une époque post-féministe, je trouve. Mais il n'y a pas besoin d'employer du poste. Oui. Non, mais Ça ne sert pas à grand-chose, le poste, finalement. Parce que si je continue, et ça rebondit sur aussi ce que je lis, c'est-à-dire c'est un lecteur doté d'intuition. C'est-à-dire c'est deux choses différentes. C'est pour ça que j'ai cité aussi cette fameuse phrase de Kierkegaard qui est reprise, qui fait aussi l'objet d'inversion pour qu'elle soit un exergue du tome 2 du deuxième sexe. C'est bien sûr que là on est dans une figure en abîme, hein, on nous fait quand même rentrer dans... Et donc pour moi, ceux qui arrivent à lire, quand je prends les auteurs, comme ça par exemple notamment les philosophes du 19e, dans ceux qui arrivent à lire, il y a ceux aussi qui voient, qui sont des voyants en plus de lecteurs, voilà. Et donc ça n'en fait pas des révolutionnaires, mais ça, je pense que c'est plutôt du côté du voyant et ce voyant, il voit comme Nietzsche voit que elles vont pas s'arrêter en si bon chemin, quoi. Ils s'en rendent compte, et c'est toujours furtif. Moi j'aime bien parce que c'est comme il y a un moment où Kierkegaard dit ah non, si l'émancipation commence, attendez, moi je vais sur la place publique, je me mets au milieu et je pleure. Il n'en peut plus à l'idée de ce qui va arriver, parce qu'il sait que ça va arriver, quel que soit l'état où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça que j'enlève tous les... Je n'ai pas besoin d'anté ou de poste. C'est le support de la représentation démocratique qui fait la continuité. C'est-à-dire que face à ce qui est fantasmatique, à savoir la vie sexuelle, de toute façon, comment on rapporte l'égalité à l'imaginaire? C'est un casse-tête chinois. Et je trouve que Strindberg, il nous le raconte bien, ce casse-tête. En fait, c'est ça que je... Mais c'est un casse-tête chinois, c'est ce que tu appelles la contradiction. C'est-à-dire, il y a un texte, puis il y a une pièce, puis il y a une mise en scène. Et tu ne vas pas trouver la même histoire à chaque fois. Donc tu vas tomber sur des contradictions. C'est pas ça que tu es en train de dire, Anne-Françoise? Oui, je trouvais pas du tout que le personnage apparaissait comme une coquette dans la représentation. Non, enfin, non. Certainement, on peut l'emmener, comme tous les personnages de théâtre, hein, le curseur, mais je trouve que là, ce personnage m'est apparu comme un personnage contradictoire et pris dans une contradiction. Donc un personnage assez profond, pas du tout un personnage qui ne comprend pas, peut-être un personnage qui peut pas être à la mesure de cette contradiction, mais ça m'a semblé très, au contraire, n'est pas du tout convenu. Ça n'est pas un personnage féminin convenu, je trouve, ou habituel. Mais par ailleurs, moi je discuterais le mot coquette. On a fait une journée d'études sur coquetterie, comme tu sais, Martine. Moi je pense que c'est une abstraction, la coquetterie. Alors je partirai encore sur d'autres représentations. Donc le débat sur le mot coquette, il peut être. Je crois que monsieur. Vous pourriez revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant, sur le casse-tête chinois, l'égalité et l'imaginaire. Non, mais c'est, si vous voulez, c'est une remarque que je me suis faite. Vous pourriez la reformuler? Oui, je vais vous la reformuler à travers l'affaire Strauss-Kahn. Parce que je me la suis formulée. Je savais qu'on allait y arriver. Non, Alors, mais j'ai réussi en 2 jours de débat de 3 heures à faire en sorte qu'elle n'intervienne qu'au dernier quart d'heure. Non, mais parce que elle J'en est. suis Non, très heureux. c'est parce que comme j'ai été sollicitée, j'ai dû formuler des choses et je l'ai formulé comme ça. Là, Hic Nunc, en juin 2011, il y a une double question qui est posée. Parce que moi, l'égalité, c'est pas seulement, c'est pas un objectif, c'est un principe démocratique, certes, mais c'est aussi un opérateur de lecture. C'est un opérateur de pensée, l'égalité. C'est-à-dire un certain nombre de questions sur le féminisme, etc., ne peuvent être, ou de questions qui concernent les rapports hommes-femmes, ne prennent toute leur profondeur que si on comprend que l'égalité c'est un outil de lecture et pas seulement un repère politique. Voilà. Donc ça c'est un substrat. Maintenant, si je prends cette histoire, moi je suis confrontée à un double... il y a un double enjeu qui est non pas qu'est-ce que l'égalité en droit, etc., mais que fait l'égalité à la symbolique du pouvoir?
et là on a le débat sur les hommes politiques, voire les femmes politiques, que fait l'égalité à l'imaginaire sexuel? Et s'y permet d'éviter, donc je vous réponds à côté, mais ça fait un... S'y permet d'éviter... dire que l'imaginaire ne pouvait admettre que le rapport de pouvoir. Il y a pas... Non, c'est pas que l'imaginaire peut... C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, je viens de dissocier les deux. C'est que l'imaginaire n'est pas quelque chose... La sexualité, le sexuel, n'existe pas sans l'imaginaire. Donc quel est le rapport entre ça? On ne contrôlera pas la sexualité. Il n'y a pas la bonne sexualité. Le reproche qu'on fait de moralisme aux féministes est complètement crétin, car la question n'est pas, sauf peut-être pour certaines personnes, de produire une norme sexuelle. C'est un faux débat, c'est un débat écran. En fait, si on se représente la vie sexuelle et la sexualité comme quelque chose qui n'est pas contrôlable et maîtrisable, on va le rapporter à un concept que je vais appeler l'imaginaire. Et à ce moment-là, la question qui va se poser n'est pas de savoir où s'arrête la vie privée ou commence la vie publique, enfin, tout ça c'est bêtise, à mon avis idéologique, mais de voir ce que l'égalité fait à l'imaginaire. Par exemple, ce que l'égalité fait à l'imaginaire, c'est de poser la question de la mutualité du consentement, qui est une question aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais ça ne sera pas, à ce moment-là, si on va penser en ces termes, on saura par ailleurs qu'on ne contrôle pas les limites du côté de l'activité sexuelle, mais que simplement la démocratie a introduit une représentation égalitaire face à cet imaginaire. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle le casse-tête. Plus facile pour moi, évidemment, de parler de l'égalité quand il s'agit de citoyenneté, d'éducation, etc., tout ce qu'on veut. Beaucoup plus difficile. Et sur la question de la symbolique, alors là où on parle du pouvoir, et non plus de la vie sexuelle, on a le même problème. Ce que fait l'égalité à la symbolique du pouvoir. Et ça aussi, c'est assez compliqué, me semble-t-il. Donc c'est pour ça que je trouve que moi, j'ai juste envie de dire, Strindberg a drôlement compris tout ça, cette affaire. Voilà. Oui. Pas tellement du pouvoir, mais de la question de la sexualité. Non, je le lis mieux maintenant. Là. Oui. Oui, peut-être 3 points rapidement. Il a beaucoup été question ici de la figure de l'artiste vidée de sa substance. Moi, j'ai une autre lecture. Je me demandais, en regardant les créanciers, s'il n'y avait pas, en dehors de ce que vous dites, bien évidemment, mais en dessous et en deçà, quelque chose de beaucoup plus archaïque, qui est, au fond, pour moi, il ne s'agit pas essentiellement, dans ce cas-là, de créativité ou de qui est créateur et qui ne l'est pas. Tout se passe comme s'il n'y avait pas d'individuation entre ces deux êtres-là, pas le premier mari, mais entre ces deux êtres-là. Il y a quelque chose qui n'est pas individué. Il y a une forme de fusion. Il y a des vases communicants dont même les images sont extrêmement fortes, de tubes digestifs, de membres, etc. C'est des représentations corporelles, de sensations, de corps, d'organismes. Et tout se passe comme si, effectivement, à un moment ou à un autre, il y a des vases communicants. On a toute une partie qui est évoquée dans la pièce, c'est l'un qui remplit, si j'ose dire, l'autre. Et ensuite, la vampirisation change. L'un est vidé par l'autre, et ensuite, il y a une réciprocité. Et tout se passe comme si, finalement, il y avait un seul organisme, une seule psyché. Et c'est pourquoi l'histoire de la création vient pour moi en épiphénomène, vient en superstructure. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas existante. Non. Et finalement, lorsque la réplique finale, elle l'aime, et non, elle ne l'aime pas. Ça dépend ce qu'on entend par amour. Et dans la mesure où il y a vampirisation, ce n'est pas un objet d'amour, au sens étymologique. Il n'est pas à l'extérieur d'elle. Ce n'est pas un objet. Il y a une fusion entre les deux. Et le cri de douleur qu'elle exhale à ce moment-là, on l'entend dans une souffrance, c'est elle qui meurt. C'est quelque chose d'elle qui meurt. Et ce n'est pas lui en tant qu'autre. C'est ce que moi je lis
en deçà, enfin, au-dessous de cette... Et l'histoire de la création, bien sûr, vient de ça. Donc, une vampirisation, un cannibalisme psychique, véritablement psychique. Voilà. Mais Ça, c'est la première remarque. Il y en avait deux autres, je vous en prie. Ah oui, alors, oui, je pense que... Non, mais allez-y. Alors, les deux autres points, je reviens un petit peu en arrière, c'est ce que vous avez dit, madame, à propos de ce tournant de la fin du XIXe siècle. Et il m'a semblé comprendre que vous disiez que finalement, Dieu étant mort, son expression de Nietzsche, ayant été relégué je ne sais où, la femme prendrait la place en tant qu'altérité. Et du reste, à un moment donné, dans la pièce, je crois qu'il lui dit, vous avez bien bon, vous êtes athée, Dieu est mort. Il dit, bah, Dieu est mort. Enfin, vous êtes athée, vous n'avez plus de Dieu à vénérer, mais vous avez vénéré la femme à la place, mais revenez à Dieu. Moi, il me semble que c'est de nature différente, c'est de nature radicalement différente. Et Dieu n'est pas autre. Il n'y a pas de concept pour Dieu. La femme est à la fois semblable et autre, il y a une forme d'altérité, et je me demande si véritablement on peut faire ce passage-là, d'autant que la femme de tout temps a été ressentie comme autre. Alors on peut évidemment parler à l'infini de la notion d'altérité. Voilà. Et le dernier point, je ne veux pas être long, la notion de similitude et d'égalité. Les êtres humains, hommes et femmes, sont à la fois fondamentalement semblables, et même sur le plan sexuel, ils sont fondamentalement semblables, qu'ils sont bisexuels. Donc je crois que la notion d'égalité ou de similitude ou d'altérité pourrait être réexaminée à l'aune de cette bisexualité-là. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le concept d'égalité est brouillé parce que ce que j'ai essayé de dire. Alors, j'espère que c'était clair. Oh, oui, c'était extrêmement clair. Et tout à fait, vraiment très intéressant. Moi, je peux, sur les 3 points, je crois que le premier point, c'est très très important ce que vous avez dit, et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, à mon avis, qu'on entend chez Strindberg, c'est aussi la nostalgie de l'union. C'est la nostalgie d'un seul. C'est-à-dire que ces deux sexes, c'est son cauchemar, mais pas seulement un cauchemar par rapport à une question de rapport de pouvoir, c'est un cauchemar tout court. Alors je ne sais pas si c'est naturaliste ou pas, c'est ça je ne saurais pas dire, mais, parce que j'ai vraiment du mal avec ce mot naturalisme. Mais en tout cas, il y a aussi chez Strindberg l'idée que c'est que le ratage de l'union qu'il raconte, ou de l'impossibilité de cette union-là. Ça, c'est, bon, je vais répondre vite pour laisser. La deuxième chose, c'est la question du Dieu, la question de l'altérité, c'est pas la question de l'autre et de l'altérité, j'étais un peu vite tout à l'heure, et c'est simplement, c'est dans Strindberg. C'est-à-dire que on passe de Dieu à la femme. Mais dans ce cas, c'est le grand autre, c'est pas l'altérité comme on la connaît depuis Aristote. C'est quelque chose qui n'est pas l'autre du rapport entre similitude et différence. C'est une autre affaire. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de penser le mal et l'origine. C'est pour ça qu'il va insister comme un fou sur le mal féminin, à mon avis, et sur la question de cette origine maternelle qui tracasse énormément. Voilà. Donc, pour moi, peut-être ça ne répond pas à vos remarques, mais je repréciserai les choses comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'éloigner de ce temps-là et de ce texte-là de Strindberg. C'est lui qui fait cette proposition, et cette proposition m'a paru lumineuse. Voilà. Parce qu'on la trouvera chez d'autres. Parce que la façon dont l'altérité sexuelle intervient au XIXe siècle prend, de par la représentation démocratique, un autre sens que quand on est dans une société hiérarchisée. Voilà. Et sur la troisième question qui portait sur... le rapport... Moi, j'aime bien toujours distinguer le niveau ontologique et le niveau politique, qui est tout le temps mélangé. On fait, par exemple, le débat égalité-différence, c'est une connerie, parce qu'on met un terme politique en face d'un terme ontologique. Donc la question est bien de mettre sur le plan, ce que moi j'appellerais du coup après une aporie, l'identité et la différence, qui sont deux notions ontologiques,
et l'égalité, puis la liberté d'ailleurs, hein, parce qu'il y a bien deux termes, sont sur le niveau politique. Et dans Hegel, c'est assez joliment dit, il appelle ça le terme comparant l'égalité, c'est-à-dire l'égalité peut être adressée à l'identité ou peut être adressée à la différence. Et là, moi je trouve ça commence à ce moment-là à devenir intéressant, parce que ça permet d'éviter de s'enfermer dans des oppositions qui sont discordantes, quoi, entre politique et ontologique. Est-ce que je peux dire juste un tout petit mot très rapidement, en rebondissant sur ce que vous disiez à propos d'union et de ratage, et de cauchemar du ratage. On le sent, puisque quand je dis il confond, c'est probablement intentionnellement, je ne sais pas, mais on voit tout à fait la confusion d'identité qui reflète la confusion entre union et fusion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas unis. Le couple n'est pas uni. Le couple est presque fondu, si je veux dire, fusionné, de façon psychotique. Ils sont collés. L'un, d'ailleurs il le dit, lorsqu'elle avait des contractions, j'avais mal. C'est une identification hystérique. Il est elle et elle est lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union, il y a une fusion. Et ça rejoint par un autre biais le problème d'Ève, c'est-à-dire la première femme, et le problème de la mère, et de l'origine. On est dans un cercle qui revient à l'origine. Merci. Martine a peut-être envie de répondre aussi. Vous voulez répondre? Non, c'est vrai que on est parti sur. Enfin, moi, je salue tout à fait cette intervention, dont je vous remercie, parce que c'est vrai qu'on était parti sur la guerre des sexes et que ça a un peu, du coup, aimanté la manière dont j'avais moi-même très sommairement imaginé de répondre à ces deux pièces. Mais j'avais été extrêmement frappée, justement, s'il fallait faire une analyse, alors là, plus nettement psychanalytique de l'affaire, bien entendu, on serait tombé sur cette très étrange manière de construire le deuxième couple. Et le rapport entre que vient dire le premier du second et le second du premier dans une espèce de questionnement, là pour le coup, qui me paraît beaucoup plus intéressant, mais c'est des questions sans doute de formation ou de sensibilité. Moi, c'est vrai que je suis plus sensible à ce type de questionnement et d'analyse qu'aux questions qui... voilà, c'est ça, différence de C'est pour ça qu'on a été mis ensemble. Hein. Peut-être. Absolument, ça fait partie de la composition. Ça fait partie de la composition. Non, mais ça se complète. En même temps, ça se complète. Et il y a un autre niveau, et c'est le premier, enfin, ils s'éclairent mutuellement, mais les deux sont complémentaires. Je pense qu'il y avait... Je vous en prie. Je vous remercie pour ce débat qui me passionne. Simplement, je voulais dire que effectivement, la conscience que peut procurer ce genre de pièce et sa mise en scène et ses acteurs passe évidemment par la réflexion que nous, publics, avons avoir. Je voulais revenir sur et c'est ça l'apport positif des dramaturges qui traversent les décennies et des siècles, j'espère. C'est le public qui fait sien la tragédie qu'on voit, ou la tragédie comédie, qui essaie de réfléchir là-dessus. Et je pense que, moi personnellement, je trouve que justement c'est le problème de l'imaginaire qui n'est pas développé justement dans ces pièces. Parce que vous disiez, j'ai cru, je pense que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la démocratie permet à l'imaginaire, ou permet à la sexualité de s'exprimer de façon différente. J'ai pas dit ça. Non, alors excusez-moi, j'ai mal compris. Non, mais c'est pas grave. Mais allez jusqu'au bout de votre propos. Parce que je pense que justement, dans le cas de ces artistes qui veulent se développer en tant qu'artistes et être reconnus en tant qu'artistes, ils sont frustrés parce qu'il y a une rivalité un peu archaïque entre les individus, un peu tripale, un peu, comme une concurrence malsaine entre eux, et que effectivement ça dépasse la guerre des sexes, c'est une guerre entre individus. Vous voyez, c'est une
guerre entre citoyens qui veulent exister en tant que tels, et ça dépasse effectivement hommes-femmes. On voit des hommes souffrir autant que des femmes. Et je pense qu'ils ne sont pas si fusionnels que ça, puisqu'ils peuvent s'exprimer et dire « je veux être comme ça, je ne supporte pas qu'on prenne mes idées, je ne supporte pas... mais en même temps, j'ai envie d'être nourri par l'autre aussi. » Donc, je pense que cette fusion est justement le nœud, enfin, quelque chose qui a besoin d'être dépassé par ces dialogues incessants. Et par contre, je pense que tout ce qui est l'imaginaire, justement, n'est pas développé et qu'il y a une espèce de singerie de la part de la femme à dire « moi, je passe à l'acte, moi, je peux avoir des amants, je peux avoir une relation avec un serviteur, etc. » C'est une espèce de volonté d'égalité, mais qui est trompeuse, puisque justement, c'est peut-être pas le bon choix au bon moment, ou c'est peut-être effectivement trop cher payé. Enfin, vous voyez, et je pense que malgré tout, vu l'actualité, il faut bien faire la distinction entre tout ce qui est permis dans l'imaginaire et tout ce qui n'est pas permis dans la transgression et dans l'acte. Non, mais c'est un commentaire. Merci. Une autre remarque ou question? Non, je voulais juste dire, oui, c'était très, très passionnant tout ce que vous avez dit. Puis finalement, à la fin de ces discussions, mais je ne trouve pas du tout que cette pièce soit misogyne. Enfin, je trouve qu'il y a que ce personnage féminin a quelque chose de peut-être, enfin que Strindberg exalte plutôt le féminin ici. Enfin, cette femme me semble extrêmement, enfin dans sa mort finale, elle me semble avoir quelque chose de triomphant, parce qu'elle a fait en effet bouger ces deux personnages, et c'est quand même les deux, enfin le premier homme traditionnel apparaît comme assez pitoyable, pantin, lamentable et manipulateur. Bon, et le couple qu'elle forme, et c'est pour ça que je trouve quand même que c'est très intéressant quand vous parlez de la fusion, parce que du coup ça me faisait penser à l'éros romantique. Enfin, chez les romantiques, il y a en effet cette recherche de cette unité perdue, et c'est vrai que ça nous amène à l'origine, etc. Et en écoutant la pièce, à cette unité perdue, elle est finalement transférée de l'imaginaire et du fantasme qu'il y a chez les romantiques. Ici, ce qui m'a frappé, c'est au corporel, au charnel, avec ce vocabulaire, en effet, du corps. Et du coup, c'est peut-être là que je me dis que l'on retrouve le naturalisme, en fait, dans la langue elle-même de Strindberg, qui est une langue très charnelle. Et donc, la fusion se fait au niveau, là, je trouve ça très, très beau, magnifique d'une certaine façon. Enfin, ce désir perdu, et du coup, les personnages sont dans une sorte de désespoir, finalement, tous les deux, dans cette espèce de lutte. Il y a quelque chose de pathétique aussi. Et donc, je ne trouve pas du tout que ce soit une guerre des sexes, finalement. Enfin, là, ça me vient tout de suite, parce que j'avais toujours cette image un peu traditionnelle de Strindberg, là où je trouve au contraire qu'il y a cette égalité dans la douleur, dans la souffrance, dans la recherche, justement, de quelque chose d'autre, d'un autre état, d'un autre ordre, et que cette souffrance, oui, il la partage, enfin, elle les unit. Ça, je trouve ça finalement très, très beau, d'une certaine manière. Puis ce personnage de femme, je le trouve très... Enfin, je parlais de coquette, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Je la trouve au contraire très authentique, enfin, dans sa demande, dans son élan, dans sa recherche. Je trouve qu'il y a une recherche, en effet, de quelque chose d'autre, quand même. Enfin, faut quand même pas, si vous voulez, in fine, on peut aussi citer quand même la façon dont Strindberg parle. Hein. Oui. Les femmes émancipées disent que le rôle de la femme n'est pas de donner naissance aux enfants, mais alors qui doit le faire. Les femmes émancipées disent vouloir se rendre utile, c'est un mensonge. Elles abandonnent le foyer et les enfants pour peindre des aquarelles et pianoter. Les mâles sont usés par leurs efforts pour procurer aux femmes le luxe et le plaisir.
Non, non, mais je veux dire, on trouverait ça dans les pièces aussi. Non, Enfin, non, faut quand même, n'oublions pas quand même le contenu même des choses. Oui, non, mais je parle pas de l'homme Strindberg. Parce que ce sont les femmes, on n'a pas parlé de ça, mais c'est un mot qui est très fort chez lui, c'est les asexués, la cause des asexués, il dit toujours. Et là, ce sont les femmes asexuées qui, prétendant représenter les mères, veulent faire disparaître les différences que la nature a créées entre les sexes. Voilà pourquoi elles s'habillent en hommes et veulent devenir des hommes. Tel est le secret de l'émancipation. C'est pourquoi on parle de mâle et de femelle. Peut-être que le naturalisme, là, on va le trouver. Elles se mettent à pousser des cris. Elles ne sont ni l'un ni l'autre, etc., etc. Non, non, ça c'est... Je veux dire, faut pas non plus passer de... Oui, mais je veux dire, l'homme Strindberg... Pas l'homme Strindberg, je veux dire l'écrivain Strindberg. Non, là-dessus, nous serons d'accord. Oui, non, mais moi, je veux dire simplement ce que le texte, souvent des pages est un autre, de toute façon. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans cette pièce, alors c'est peut-être aussi le travail du metteur en scène, la lecture du metteur en scène. Et je trouve, là, je me suis beaucoup interrogée. Bon, c'est vrai que la pièce, je ne l'ai pas lue, donc je ne la connaissais pas. Et ça m'a intéressée de voir cette évolution, parce que je me demandais où ça allait aboutir, en fait. Je trouve que finalement, il y a quelque chose, de même que quand on parlait de Darwin, etc. Bon, mais Darwin, c'est quand même l'évolution, donc il y a quand même, bien sûr, il y a le déterminisme, enfin, il y a quand même une histoire qui est en marche par rapport à une création qui serait là toute faite. Donc, bon, je trouve qu'en plaçant ça en compteur, je trouve que ça, bon, enfin, ça nous apporte, ça donne à discuter, à réfléchir, et c'est ça l'essentiel. Donc. Bien. Une dernière question, on va Marc. Il n'y a pas de normalité sexuelle, pas plus que de normalité psychique. Voilà. Bah, ça, c'est sûr. Non, parce que vous parliez de tendre vers la norme, il n'y en a pas. Mais pas comme vous m'avez entendu souhaiter. Pas vous. Je dis ce qui se dit actuellement. Vous savez qu'on est même capable d'employer le mot norme pour le terme égalité. J'ai pu entendre ça ces dernières années avec étonnement. C'est que l'égalité était une norme. C'est quand même fameux. Bien, je suis heureux que nous ayons terminé en ayant réussi pendant ces deux débats à évoquer l'affaire Strauss-Kahn et la misogynie de Strindberg à l'ultime fin et par la bande pour essayer effectivement, comme vous l'avez dit Madame très justement, de donner à penser. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je remercie nos deux intervenantes. Merci à Gérald.